Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Chadesh, Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kegedem. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom et on va prolonger aujourd'hui notre réflexion sur la période qui s'est ouverte après et avec les massacres du 7 octobre. On est aujourd'hui avec Rivon Krigier, très heureux d'accueillir un couple d'invités pour ce nouveau numéro de Chadesh Yameinu, Régine et Meir Weintrater. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il nous a semblé particulièrement intéressant de croiser vos regards sur cette nouvelle période qui s'est ouverte. Régine Weintrater, vous êtes psychanalyste, vous avez notamment co-dirigé plusieurs programmes de recueil de témoignages de survivants de la Shoah et vous continuez à travailler d'ailleurs aujourd'hui sur des témoignages de rescapés du génocide des Tutsis. Et puis Meir Weintrater, très connu également pour avoir été directeur de la revue L'Arche, et vous restez bien sûr un observateur privilégié, attentif de cette situation politique en Israël et au Proche-Orient. Je vous poserai d'abord à tous deux la même question, une question assez large. Que dire de cet événement 7 octobre, appelons-le comme ça pour l'instant puisqu'il n'a pas encore de nom, et dans quelle période nous a-t-il fait rentrer Meir Weintrater? Le 7 octobre nous a fait entrer d'abord les Israéliens et tous les Juifs dans le monde, et je pense des tas de gens qui se repèrent dans pour leur vision du monde à ce qui se passe en Israël. Et ça nous a fait entrer dans une série de renouvellements. Alors, il y a d'abord un passage, un changement de génération à l'intérieur de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens, des tas d'Israéliens qui n'ont jamais connu autre chose que l'État fermé, avec relativement peu de problèmes avec les voisins, des problèmes qu'on sait gérer, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on ne sait plus gérer, qu'on ne comprend plus, qu'on ne sait. Et puis, il y a quelque chose de plus grave et de sans doute plus inquiétant encore, bien que les Israéliens n'en soient pas conscients. C'est pas seulement un changement de génération, c'est un changement dans le long terme. C'est-à-dire qu'on revient, par certains aspects, à la situation d'Eretz Israël avant la création de l'État. Bon, pourquoi ça, vous dites? Parce que, d'abord, un détail qui a été observé tout de suite, et les gens ne se sont pas rendus compte tellement à l'étranger, c'est que c'est la première fois qu'il y a une action massive à l'intérieur du territoire de l'État d'Israël. Jusqu'ici, tout ce qui se faisait, c'était entre Israël et les voisins et de l'autre côté de la frontière. Là, tout d'un coup, il y a une irruption à l'intérieur du territoire israélien. Alors, c'est limité dans le temps et dans l'espace, mais tout d'un coup, il y a quelque chose dans la sécurité que donnait aux Israéliens la présence de ces frontières, tout d'un coup, quelque chose qui... Pourquoi dites-vous avant la création de l'État? Netanyahou a parlé de deuxième guerre d'indépendance. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Oui, enfin, oui, Netanyahou n'est pas vraiment ma référence unique, mais oui, il y a quelque chose qui nous ramène à des commencements, disons, avant la création de l'État. Il y avait une communauté, un yishuv, qui avait son fonctionnement, qui était structuré. Il y avait des gens qui venaient de pays étrangers, qui s'étaient... Il y avait une force de défense. Oui. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que ce qui avait été créé en 1947-48 ne fonctionne plus tout à fait. Qu'il faut repenser ça, repenser des rapports au peuple voisin,
et au peuple au singulier en fait, et des rapports à l'histoire, à l'espace. Et beaucoup d'Israéliens aujourd'hui, d'ailleurs quels que soient leurs engagements politiques préalables, beaucoup d'Israéliens obligés, se sentent obligés et se disent obligés de voir autrement ce qui se passe en Israël. On va avoir l'occasion de parler effectivement de la suite et des perspectives. Régine Weintrater, je vous pose donc la même question sur cette période qui a commencé le 7 octobre et qui manifestement bouleverse beaucoup de choses, en tout cas révèle beaucoup de choses. Oui, alors moi je suis pas spécialiste de géopolitique, moi je vois ça d'un point de vue d'abord humain, comme ça nous a tous secoués, mais je vois ça sur le plan des traumatismes que ça instaure. C'est-à-dire que tout le monde a été secoué. Bon, évidemment, l'horreur des massacres dont on ne finit pas d'apprendre les détails, parce que le premier jour, on a su qu'il y avait des choses épouvantables, mais jour après jour, il y a des témoignages qui sortent, il y a des articles, on en apprend encore beaucoup, et il y en aura encore beaucoup à apprendre. Évidemment, ça, pour l'Israélien et pour les Juifs de la diaspora, je pense, là aussi, quel que soit leur... Après, ils donnent des interprétations. C'est à cause d'eux, ça c'est en fonction de leur sensibilité politique. Mais l'horreur qui a saisi les Israéliens et les Juifs de la diaspora, il y a un mot, c'est l'horreur, la stupéfaction et l'horreur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le moment. Alors sur ces traumatismes-là, évidemment, ils vont laisser des traces, s'ils en ont déjà laissé. On n'en est pas aux traces. On n'est même pas aux traces. Qu'est-ce que vous pouvez vous en dire, vous, en tant que spécialiste? Qu'est-ce que ça va donner au niveau de la psychologie peut-être collective des Israéliens? C'est en train de se faire, c'est-à-dire il y a des cercles concentriques de traumatisme. Il y a une population entière, il y a les gens plus concernés, les familles d'otages ou les familles de personnes tuées, il y a des gens qui ont perdu beaucoup. Israël est un petit pays. Donc, qui ne connaît pas quelqu'un qui? C'est-à-dire que ça touche à peu près tout le monde. On a toujours un voisin, même si on n'est pas directement, on n'a pas une famille directement impactée qui habitait dans le sud. Puis il y a le nord aussi, hein, faut pas oublier. Le nord, c'est autrement. C'est pas l'irruption dans le nord, mais le nord est sans arrêt visé. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont été évacuées. Personnes déplacées. Alors, il y a les déplacements de personnes, les corps qui sont encore pas identifiés, des gens qu'on croyait à Gaza, qu'on découvre morts sur le terrain ou morts à Gaza, qui les a tués. Enfin, il y a toutes sortes de choses. On est plongé pour le moment encore dans un traumatisme massif global. Après, comment ça va se régler? La société israélienne, de ce point de vue-là, je dois dire, est malheureusement très armée, parce que des traumatismes, il y en a eu, mais des traumatismes de guerre, sauf le moment de Kippour, où on a eu cru aussi à un moment que les armées, mais c'était des armées, encore une fois, pénétraient sur le territoire, elles se sont un peu avancées. Mais oui, ils vont aussi devoir intégrer, évidemment, les pertes, mais le choc, ce dont Meir parlait, d'une vision d'Israël comme bouclier protecteur, avec un prix à payer qui sont toutes les quelques années une guerre et des victimes, mais avec cette idée que c'est un territoire inviolable. Et là, c'est le cas de le dire, le territoire a été violé et il s'est passé des massacres. Et ça, on n'est pas du tout au trash. Je peux même pas vous dire, je pense que ça va laisser dans les générations, ça restera un événement clé. On parle de la Shoah, ça restera un événement, on ne sait même pas encore le nommer. Je ne sais pas comment il s'appellera. On dit le samedi noir, mais je ne sais pas si ça restera le samedi noir. Je ne sais pas. Oui, puis l'événement n'est pas terminé. Donc. Non, alors maintenant il y a la guerre. Cette guerre qui n'est pas... Et puis les Israéliens se sentent très seuls, parce que, étant donné, ils ont eu droit à une journée et demie de compassion, et maintenant le monde entier, hein, il faut être quand même à peu près, et contre lui en disant que, bon, effectivement, il y a des victimes à Gaza et on ne peut pas s'en réjouir. On va revenir sur ces traumatismes, Régine Weintrater, notamment la question des femmes. Révonne Krigier, peut-être un mot pour ce moment d'introduction. Je voudrais rebondir sur cette question du traumatisme parce que ce n'est pas seulement une dimension psychologique, il y a un traumatisme spirituel.
en ce sens que l'État d'Israël, dans la conscience de nombreux juifs de la diaspora, est une réponse à l'antisémitisme qui a été vécu à travers les âges et a donné le signe, en tant cas de manière avouée ou inavouée, exprimée ou non, le signe d'un avènement messianique. Je mets beaucoup de guillemets à ce terme parce qu'il y a évidemment toutes sortes d'interprétations, mais l'idée que cet État constituait une toute nouvelle étape dans l'histoire d'Israël qui précisément allait nous conduire vers une civilisation forte qui donnait une réponse définitive à la situation de dépendance et d'humiliation des Juifs à travers les âges. Or, le fait que sur la terre d'Israël, il y ait eu quelque chose qui est de l'ordre du pogrom avec une telle hargne et que ça déclenche ensuite une vague d'antisémitisme qui était déjà très très présent avant, mais qui s'amplifie malgré le pogrom, et dès les premiers jours, avant qu'on accuse Israël d'avoir fait de nombreuses victimes, tout ça réveille un sentiment d'insécurité profond, et beaucoup de Juifs qui avaient construit une spiritualité de rédemption se trouvent profondément ébranlés, et doivent de ce fait aussi essayer de retrouver du sens. C'est-à-dire la crise n'est pas seulement psychologique, elle est aussi spirituelle. Alors on va revenir à cette dimension dont on a parlé quand même assez tardivement finalement, c'est celle des violences faites aux femmes. Il y a eu un peu de mal finalement à ce que la chose sorte, pas seulement les violences qui accompagnent traditionnellement les guerres et les invasions ou les tueries, mais ces atteintes au corps des femmes comme instrument même, comme instrument de la guerre, comme une préméditation finalement et comme instrument de la guerre. Il y a quelque chose peut-être pas de spécifique, Régine Weintrater, comment est-ce qu'on peut le caractériser? Les atteintes aux femmes et le viol, malheureusement, c'est une arme de guerre. Mais là, on en a parlé d'ailleurs tardivement parce que c'était une dimension tellement affreuse et qu'il y a des otages et que je crois qu'on avait peur, d'abord les femmes, c'est comme toujours, quand vous êtes victime de violences de genre, celles qui sont restées en vie, les autres malheureusement ne peuvent pas en parler, elles hésitent à parler. Il y a une espèce de... Puis on ne voulait pas traumatiser trop la population parce que ça c'est encore un étage de plus. Ces corps violés, mutilés, outragés, à dessein. Et qu'est-ce que ça signifie finalement, cette agression sur les femmes? Mais ce que ça signifie, c'est que sur un classique, excusez-moi, parce que le viol de guerre a toujours existé, mais la dimension de la jouissance, de l'acharnement, parce qu'on a vu des acharnements, les corps mutilés, écartelés, ça c'est une dimension plus rare. La jouissance est photographiée aussi, puisque des gens ont filmé leur forfait, et puis on a trouvé les corps des femmes démembrés, coupés, etc. Je crois que là, on a atteint aussi un seuil qui était difficilement dissible d'abord. Je crois que les autorités, quand les gens qui font un énorme travail de remembrement des corps, de rassemblement, puisqu'on en est là, Zaka en particulier, puis les médecins, comment on appelle ça, pathologues, les médecins légistes, je crois que là, ils se sont dépêchés, ils ont dit d'ailleurs, ils ont vu des choses, mais ils se sont dépêchés, il fallait, d'après la tradition juive, se dépêcher de remembrer les corps et d'enterrer les gens. Et on n'a pas pu documenter ça, donc c'est sorti dans un second temps. Mais je pense aussi que c'est un tel tabou. Pas seulement le viol, parce que le viol, malheureusement, il existe dans les guerres. Mais là, c'est pas des viols de guerre. Là, c'est la volonté de souiller, de désacraliser, de sortir de l'humanité ces femmes. Et ce qui a été fait, on en a parlé plus tardivement, et je comprends, il y a un tabou. Il y a quelque chose où chacun de nous, quand même, chacun de nous, d'abord, vient du corps d'une femme, chacun pense à sa mère, évidemment, à sa femme, à ses enfants, et là, il y a un effroi terrible. Et moi, je sais que l'audition qui a eu lieu, enfin, parce que le monde n'a pas voulu même reconnaître ça, il y a eu ces manifestations de féministes, dont je suis d'ailleurs, mais qui ont mis ça à part, qui n'ont pas... Il a fallu 2 mois pour que la commission de l'ONU fasse une audition, et là je dois dire que je crois que la sidération et l'horreur qui s'est répandue en Israël
est encore plus grande. C'est une étape. Il y a eu cette manifestation Place de la Nation, oui, où on a sur la journée des violences faites aux femmes. Il y avait un cortège donc de femmes et d'hommes qui venaient pour manifester spécifiquement et qui ont été mis à l'écart. Alors ça, c'est par rapport au féminisme. C'est un scandale. On a là une espèce de brouillage. C'est un scandale. Alors on peut pas accuser toutes les organisations féministes, mais je dois dire qu'elles ont mis beaucoup de temps à se réveiller, à admettre qu'il y avait là une dimension contre laquelle elles s'élèvent partout dans le monde. C'est comme si les victimes juives israéliennes, au fond, elles l'avaient bien cherché et que c'était gênant d'expliciter ce que les terroristes avaient fait, donc on voulait pas trop en parler. En Israël, on en a parlé plus tardivement, je vous dis, à cause de la dimension taboue de l'horreur. Vraiment, je crois qu'on a eu peur de traumatiser d'un cran encore la population. Plus généralement, il y a aussi ces atteintes aux parties génitales, aussi des hommes. Là, il y a peut-être une visée sur la volonté d'empêcher finalement, non seulement de tuer les gens, mais de tuer aussi la possibilité. C'est pour ça qu'on peut penser, plus qu'un pogrom, à une volonté génocidaire. Ça, on discute beaucoup là-dessus, mais la volonté génocidaire, c'est effectivement aller en même temps symboliquement attaquer le lieu de la reproduction, de la possibilité pour un peuple, c'est-à-dire les parties génitales des hommes et des femmes. Et les femmes, on s'acharne parce que c'est aussi, il y a eu cette histoire d'une femme dont on a ouvert le ventre, enfin le fœtus, et ça, on voit très bien, c'est souvent la différence entre une guerre et une volonté génocidaire. Et là, ça fait exactement penser l'analogie au génocide des Tutsis au Rwanda, où on a fait les mêmes choses aux femmes. Nous, on est allé au Rwanda, on a vu des femmes, puisqu'ils les ont conservées, certaines dans de la chaux, un musée qui s'appelle Murambi, où on a conservé les gens dans l'état où ils ont été tués. Et on voit des pieux fichés, enfin, etc. Là, c'est vraiment, effectivement, une atteinte à la source même de la vie. Or, comme un génocide vise les générations actuelles, les générations d'avant, mais vise aussi la possibilité pour le groupe visé de se reproduire, évidemment que symboliquement, et l'acharnement, ça n'est pas rien. Mais le récréateur, peut-être sur ces comparaisons avec la période de la Shoah, donc de pogrom, est-ce que ça vous paraît des comparaisons appropriées? Bon, on a vu par exemple que des terroristes qui se filment, les Allemands en général, au contraire, essayaient de cacher un peu ce qu'ils faisaient. Et c'est pas, on sent bien que c'est pas tout à fait la même chose, la référence à ce genre de... Je pense qu'il faut se laisser un peu de temps pour répondre à cette question. De même que les Havdil, quand on compare des choses qui ne sont formellement pas comparables, la guerre des 6 jours a généré ensuite des retombées dont on n'était pas du tout conscient en pleine guerre, notamment sur la question de l'espace, les rapports entre l'Israël de 48 et l'Israël de 67, post-67, etc. Donc on a commencé à reparler autrement des choses, mais ça a pris du temps. Là, je pense, il est possible que quelque chose de cet ordre se produise maintenant, mais en revenant une génération en arrière, c'est-à-dire la génération de la création de l'État. Se demander comment les Israéliens et puis les Juifs dans le monde perçoivent le fonctionnement de l'État juif dans son environnement. Pour moi, je suis né à peu près en même temps que l'État d'Israël. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et on doit se demander, est-ce que ça existera toujours, et est-ce que ça existera toujours sous la forme à laquelle nous sommes habitués ces dernières années. Pour aller jusqu'au bout de mon discours, moi, j'ai tendance à me reprojeter sur l'État d'Israël de la déclaration d'indépendance. Et à propos de déclaration d'indépendance, il s'est produit quelque chose il y a 2 ou 3 ans qui, à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'Israéliens, était une horreur. C'est la redéfinition de
de l'État d'Israël, de la définition de l'État d'Israël, telle qu'elle figure dans la déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, c'est quelque chose qu'on trouvait pendant très longtemps sur tous les murs. C'est un texte très court, comme ça, c'est en longueur, c'est très beau. C'est quelque chose qui parlait pas seulement de l'indépendance de l'État d'Israël, qui parlait des rapports de l'État d'Israël avec ses voisins, des rapports du peuple juif avec ses voisins. Et il y a eu un moment où on a voulu casser ce lien, on a voulu redéfinir. Et je pense que c'était déjà très malencontreux, c'est le moins qu'on puisse dire à l'époque, mais aujourd'hui on risque d'être amené encore à redéfinir ça de manière beaucoup plus claire, mais je pense qu'il faudra du temps pour ça, de même qu'il a fallu du temps après 67 pour redéfinir le rapport à la terre d'Israël, à Eretz Israël. Un homme de gauche, un partisan de la paix avec les Palestiniens, etc. Malgré tout, est-ce que le 7 octobre a changé votre vision des choses personnellement sur ce plan? Foncièrement non. Foncièrement, je suis toujours, j'ai toujours été, je resterai toujours adepte d'une solution à deux États. L'accent étant mis sur le mot deux, c'est-à-dire que il faut les Israéliens, beaucoup d'Israéliens d'ailleurs, doivent être conscients que deux États, ça signifie qu'il y a à côté un autre peuple qui a une vocation à avoir un État, qui a le droit d'avoir un État, l'État ne devant pas se confondre avec l'État d'Israël. Je n'imagine pas une seule seconde un État commun, parce que je pense que ce serait la porte ouverte à des catastrophes auprès desquelles ce que nous avons vécu ces derniers temps risquerait de passer pour une plaisanterie. Mais donc deux États vivant côte à côte avec une reconnaissance mutuelle. Alors comment on en arrive là? Après ce qui s'est passé, est-ce que vous voyez que cette perspective finalement, peut-être, qui n'était pas possible avant, va devenir possible, et par quel miracle, j'allais vous demander? C'est possible. C'est possible, d'abord parce que beaucoup d'Israéliens, mais pas seulement d'Israéliens, je pense aussi des Palestiniens commencent à se rendre compte que on ne peut pas faire comme si rien n'était, comme si on continuait de la même manière. Donc, voilà, soit on décide de s'entretuer, mais on a commencé à voir là les horreurs que signifie s'entretuer, ou bien on redéfinit les choses autrement, ce qui veut dire que les Israéliens, les Palestiniens, les Juifs et les Arabes doivent repenser leur manière d'être dans leur pays et leur rapport avec le voisin. Alors ça, c'est une solution politique, mais peut-être, Rivon Grégier, la question de savoir si ce conflit est uniquement politique, s'il n'y a pas une dimension religieuse. Justement, sur la question des deux États, ce que cette guerre révèle, c'est que il y a dans les deux camps une résistance très très forte à la perspective même qu'il y ait deux États. Parce que l'attaque du Hamas, c'est l'attaque d'un mouvement radicaliste musulman dont la vocation est la destruction de l'État d'Israël. C'est le fond du conflit, on l'oublie, parce que si ils se sont opposés à l'OLP, c'est précisément parce que l'OLP avait fait des accords de paix avec Israël. Le Hamas se distingue parce qu'il se donne pour but de détruire Israël. Et voilà pourquoi la réaction israélienne est absolument nécessaire. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas simplement un incident ou un attentat à grande échelle, c'est une menace existentielle. Derrière ça, il y a une idéologie du jusqu'au boutisme et de l'intégrisme au sens de l'intégralité. Le Hamas veut la libération de la Palestine, de la rivière à la mer, comme on l'a entendu dans les slogans des manifestations. C'est l'arrière-fond génocidaire, entre guillemets, qui ne dit pas son nom, mais symboliquement, c'est ça qui était en jeu, puisqu'il n'y a pas de place pour l'autre sur cette terre. Et on a aussi, chez nous, peut-être de manière moins nombreuse, mais ils se sont infiltrés jusque dans le gouvernement, des groupes ultranationalistes qui disent très clairement qu'il n'y a pas de place pour l'autre. Il doit être un quasi dhimmi, c'est-à-dire un citoyen de seconde zone qui n'a pas les mêmes droits civils. C'est explicite dans les discours ultranationalistes. Et ces deux idéologies-là sont explosives. Bien sûr, on ne peut pas les comparer, elles ne sont pas du même niveau, parce que le Hamas
est une organisation qui était à la tête complètement de la structure qui a attaqué Israël. Mais il n'empêche que tant qu'on n'a pas résolu le problème religieux fondamental de savoir est-ce qu'il y a une place sur un plan spirituel, sur un plan religieux, à une coexistence, le conflit va continuer. Le conflit n'est pas a priori territorial, il est beaucoup plus ancré dans l'inconscient collectif, même quand il ne s'exprime plus en termes religieux, cet arrière-fond est toujours présent. Est-ce qu'il y a une place alors d'une coexistence possible entre la vision de l'islam et la vision du judaïsme spirituellement? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait cette coexistence? Mais, comme vous le savez peut-être, il y a des penseurs juifs qui ont réfléchi à cette question. Je me rappelle avoir assisté dans les années 80 à un discours du rabbin Ovadia Yosef en présence du Premier ministre Yitzhak Rabin. Je crois qu'il était ministre de la Défense à ce moment-là, mais où il disait explicitement qu'on a le droit d'échanger des territoires pour obtenir la paix avec un État. C'était tout à fait théorique, parce qu'il disait que la situation s'y prêtait pas, mais c'était un des grands décisionnaires de son temps et qui était très respecté, même si son public n'a pas fort apprécié cette réponse. Il y a eu des penseurs qui ont réfléchi à la coexistence. Il suffit de songer à un texte très célèbre de la Genèse, où Abraham est avec son neveu Lot en train d'hériter de la terre d'Israël, et ils n'arrivent pas à coexister l'un avec l'autre, et Abraham dit à son neveu, bon, bah, si c'est comme ça, tu prends l'Est, je prends l'Ouest, je prends l'Ouest, tu prends l'Est, tu choisis, mais on partage. Donc, cette idée, si on veut la trouver, on la trouve. Mais si on veut trouver aussi l'hégémonie totale et l'idéologie totalitaire, on la trouve aussi. Alors, on va peut-être passer maintenant à la question du retour de l'antisémitisme. C'est rapidement, effectivement, le 7 octobre, après quelques moments de compassion. Comment est-ce que vous percevez cette situation, peut-être personnellement, Régine Weisstrater? Personnellement, je trouve que ça s'ajoute encore à la série de traumatismes. Et d'ailleurs, les Israéliens sont très inquiets pour nous. C'est assez touchant. Comment vous vivez? Nous, on leur téléphone, on leur parle, on s'écrit. Et vous? Enfin, alors bon, il y a peut-être une partie, parce que ça fait longtemps qu'il y a une partie de propagande par le gouvernement Netanyahou. Moi, je me souviens qu'on allait à Tel Aviv et le chauffeur de taxi nous disait, il y a 3 ans, 4 ans, vous vivez à Paris, comment c'est avec l'antisémitisme? Écoutez, il y a de l'antisémitisme, il y avait des gens qui ont dû changer d'endroit, et leurs enfants, les écoles. Enfin, ils s'imaginaient que nous, on était traqués à tous les coins de Paris. Ils étaient très étonnés que... Alors, les Israéliens s'inquiètent pour nous. Il y a de quoi, parce que il y a quand même des manifestations très fortes. Je parle pas que des manifestations. Il y a quelque chose, il y a un climat comment il disait, un antisémitisme d'ambiance. Alors bon, il y a les manifestations qui sont clairement où on confond Israël et les Juifs, on l'entend très bien, ça fait des années quand même qu'on l'entendait. Je ne dis pas qu'on pouvait pas critiquer Israël, mais que l'antisionisme était le permis de critiquer les Juifs, puisqu'on n'avait plus le droit après la Shoah. Ils étaient quand même, il y avait des délits d'antisémitisme. Alors alors là maintenant c'est haro sur le baudet, avec le fait qu'on tous les jours on annonce effectivement des bombardements, ça fait des victimes. Alors là c'est lancé. C'est pas terminé. Et on sent bien qu'il y a une violence potentielle, parce que ce qu'on perçoit aussi, c'est quand même une cristallisation, une fracturation. Oui. On dit même qu'il y a des amis, des familles. Mais alors exactement, ça introduit des choses, beaucoup de non-dits, beaucoup de... Enfin, moi j'ai l'impression un peu qu'on est renvoyé au ghetto. On en parlait avec des amis. On a besoin de se voir à l'occasion des fêtes, à toute occasion de se voir entre nous, et on dit tous, on a des amis. Alors si on veut pas les perdre, ben on va pas chercher. Alors donc on touche pas certains sujets. On entend. Alors il y a des degrés. On entend des oui mais, des réserves, des choses de genre, et c'est très déplaisant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est renvoyé au ghetto. C'est-à-dire qu'on se voit de façon sûre pour parler, on peut parler honnêtement entre soi. Et ça, c'est tout à fait désagréable. Est-ce que vous avez la même sensation, Meir? Oui, tout à fait. Et de plus en plus, il y a des gens
c'est en partie une question de génération. Il y a une génération où on n'a pas eu à affronter la question de l'antisémitisme, donc, ou très marginalement. Donc, il y a des questions qu'on n'a pas entendu poser, donc on n'a pas entendu les réponses. Et puis, il y a une génération qui n'a pas entendu les questions, qui n'a pas entendu les réponses et qui recommence à zéro. Et quelquefois de manière insupportable. Et puis, je pense que il y a aussi un recul possible de plus d'une génération. C'est-à-dire que les sociétés, on parle toujours en termes de génération, parce que voilà, les enfants, les parents, mais le temps des sociétés peut être beaucoup plus long. Par exemple, je pense qu'il y a une différence de nature entre ce qui s'est écrit avant la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'est écrit à partir de la fin de la guerre, et où on a découvert la réalité de la Shoah, on a découvert la réalité du peuple juif. Il a fallu environ une génération à l'Église catholique pour reconnaître les Juifs, pour parler des Juifs autrement. Il a fallu une génération à tous les Français pour commencer à parler autrement. Et là, je pense qu'il y a des situations nouvelles où nous allons être obligés non pas de reparler comme autrement, mais de reposer des questions qu'on n'osait plus poser auparavant. Par exemple, la légitimité du peuple juif en tant que peuple. Pendant longtemps, disons, on ne parlait pas trop de peuple parce que on avait compris que la Seconde Guerre mondiale, peuple, etc. Un peuple, c'est quelque chose qu'on peut massacrer. Donc on avait, et puis on avait laissé les choses couler. Et puis tout d'un coup, on voit que ce qu'on laissait couler nous revient en plein visage, et que des questions qui s'étaient pas posées depuis un siècle commencent à être posées. Lorsque la France, de ce point de vue, pour l'instant, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on a relativement de la chance. Quand on compare la France aux pays voisins, pratiquement tous les pays voisins, entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, il y a une montée de l'agressivité anti-israélienne qui est beaucoup plus forte dans les pays voisins qu'en France. Ce qui ne veut pas dire que ça ne durera pas, que ça ne va pas se modifier aussi en France. Regardez aux États-Unis, les universités américaines qui tout d'un coup on commence à parler d'une manière que... Ça veut dire une réaffirmation peut-être nécessaire du fait qu'il y a un peuple juif, il y a des juifs, nous existons et nous avons une parole à donner aussi peut-être aux autres. Oui, tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui nous a pris 2 bonnes générations après la guerre à créer, à mesurer, à former, et je pense que nous devrons reformuler des choses pour nous-mêmes d'abord. On peut parler sérieusement aux autres si on a commencé à dialoguer avec soi-même, à se mettre d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, alors maintenant je vais dire aux autres ce que je veux dire par là. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Parce que ce que Meir dit, se redéfinir nous-mêmes, et une histoire de génération, je pense à une ancienne patiente qui m'appelle et qui me dit, elle est mi-juive, son père était juif, de gauche, ça m'intéresse pas tout ça, elle a 2 enfants. Et elle voit un fils qui va sur les réseaux sociaux, un jeune, et qui vient lui sortir des choses, mais tu sais, Israël c'est un pays colonial, mais je sais pas quoi répondre. Mais bien sûr qu'elle sait pas quoi répondre. Parce qu'elle s'est jamais posé la question, parce que son père était un juif de gauche, mais pas de toute façon, il connaissait, il avait rejeté tout ça, mais on était juifs. Et là, elle est très désarmée. Elle dit, ça me rend malade qu'ils me sortent des trucs comme ça. Je lui dis, mais tu réponds je ne sais pas quoi lui dire. Je n'ai pas d'argument, je n'y connais rien. Comment est-ce que je pourrais, moi-même, lui répondre, parce que ça me révulse que mon propre fils avale toutes ces choses-là. Je lui ai dit qu'il faudrait qu'elle se rapproche un peu, qu'elle lise des textes, qu'elle voit un peu, en tant que juive de gauche, qu'elle voit un peu les arguments. Elle a pas renoncé à la gauche, mais qu'elle donne un contenu à son identité, qui était une espèce de chose qui coulait de soi et qu'on n'avait pas besoin d'entretenir et là, je vois une génération, elle n'est pas la seule, désarmée par rapport à la génération d'après, aux jeunes. Peut-être, Yvonne Crégier, une question sur vous êtes responsable donc de cette communauté Adat Shalom.
donc qui est très ouverte, qui a beaucoup de relations avec beaucoup de gens hors même du monde juif. Est-ce que vous ressentez aussi ces clivages intervenir, la difficulté qu'il peut y avoir dans des situations où il y avait une entente à peu près bonne et où tout d'un coup quelque chose s'introduit qui fait que c'est plus difficile finalement de parler à l'extérieur du monde juif? Je pense qu'on vit une période où la parole est particulièrement paralysée, parce qu'on est dans une guerre qui dure, la tension est à son comble, il y a beaucoup de victimes, il y a eu des victimes, le grand traumatisme du côté israélien, mais il y a aussi des victimes civiles du côté palestinien, et on ne peut pas ne pas comprendre l'élan d'empathie pour les civils qui pâtissent du conflit. Donc le dialogue interreligieux est particulièrement tendu, voire distendu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se parler avec la même facilité. Je ne suis pas le seul à m'en rendre compte. Et on a tous le sentiment que le conflit déborde de sa dimension uniquement politique pour toucher à des questions identitaires. Les Juifs sont suspectés d'avoir, on ne le dit pas en ces termes, hein, mais je traduis, une nature beaucoup plus vengeresse qui nous rapproche de la vision de l'Ancien Testament telle qu'elle était perçue par les chrétiens, que la vision victimaire, tu vois. Donc, on est en train de revenir, aux yeux de certains, les mauvais juifs des stéréotypes de l'Antiquité. Et puis, s'agissant des musulmans, à l'égard des musulmans, il y a un double sentiment. D'un côté, on a une très grande peur qu'ils glissent plus et plus vers l'islamisme radical. De l'autre côté, on a peur de l'amalgame, et aussi on a peur de leur réaction. Et il y a une espèce de syndrome de Stockholm, comme ça, qui consiste à dire nous soutenons la cause palestinienne parce qu'on ne veut pas que ça se retourne contre nous. Voilà, donc c'est ce conflit réactive des tas de réactions qui sont de l'ordre de l'inconscient, qui réactivent des traumatismes comme des gens qui vivent un post-traumatisme. Hein, et ça se passe au niveau de la conscience collective mondiale, du côté musulman, du côté juif, mais aussi du côté des populations qui ne sont pas spécialement engagées sur un plan religieux ou qui sont d'éducation chrétienne. Ça peut amener certains intellectuels, par exemple, je pense à Pierre Zawi qui a fait une tribune dans Le Monde en disant que moralement Israël ne peut pas continuer à tuer comme ça des civils palestiniens, que rien ne peut le justifier moralement. Ces victimes civiles et des enfants dont on parle beaucoup des Palestiniens, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question sur le plan moral? Je vais laisser mes invités répondre. On voit bien, je dirais juste un mot très bref, on voit bien que c'est pas rationnel, qu'il y a deux poids et deux mesures. Quand on voit la façon dont les Russes ont bombardé massivement en Syrie, et c'est maintenant M. Poutine qui appelle Netanyahou pour lui donner des leçons sur le traitement des civils, on a envie de rire. L'Occident, à chaque fois qu'il s'est battu et qu'il a dû se battre contre des menaces existentielles, récemment contre Daesh et évidemment contre les nazis, il y a eu forcément de nombreuses victimes civiles. Je ne dis pas que c'est heureux, c'est une situation catastrophique, la guerre est atroce et il faut tout faire pour minimiser le nombre de victimes civiles. Mais la question que les gens doivent comprendre, c'est que il y a un enjeu existentiel pour Israël. Israël ne peut pas laisser une épée de Damoclès sur lui, et parfois on n'a pas d'autre choix que de frapper. Mais encore une fois, ça réveille et ça révèle des choses sur les inconscients collectifs parce que le traitement d'Israël est disproportionné. Et aussi parce que on met en parallèle, enfin moi j'ai le sentiment souvent, d'une part des gens qui sont venus massacrer des enfants, des femmes et des vieillards, et d'autre part des gens qui essayent d'éviter dans une riposte les victimes civiles, comme si il y avait un rapport entre les deux dans la manière, comme s'il y avait que le résultat entre guillemets qui comptait, le nombre de morts, etc., qui comptait pas seulement l'intention, la manière, la situation dans laquelle on est. Un mot peut-être là-dessus, mais oui, c'est une question que se posent beaucoup d'Israéliens. Parmi les Israéliens qui sont, au moment où nous parlons, qui sont en territoire, enfin à Gaza, dans la bande de Gaza, il y a un grand nombre de gens, de jeunes,
pour moi ce sont des jeunes encore, qui ont une vision du rapport à l'autre qui est tout autant de gauche que la mienne. Et bon, ils sont là-bas parce qu'ils doivent combattre, mais ils ne viennent pas pour tuer des gens. Alors, c'est ce que nous vivons en ce moment précis, c'est une situation épouvantable. Tous, sans exception, et le changement prendra du temps. Le problème, et là je me place du point de vue d'Israël en tant que juif, ce qui m'effraie, ce qui m'inquiète, c'est que la direction de l'État d'Israël n'a pas de projet, en tout cas de projet annoncé, formalisé pour les mois à venir. Je ne parle pas même pas des années. C'est-à-dire qu'il faut voir que là, il y aura une recomposition politique, oui, forcément, qui va se jouer. Oui, donc... oui, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un gouvernement qui est enfin, le gouvernement n'a pas changé, sauf on lui a ajouté trois pièces extérieures, et ce gouvernement tout d'un coup parle au nom d'une majorité des Israéliens, mais sans qu'il y ait un véritable discours, une véritable énonciation de ce que doit être l'après-demain, l'après-demain immédiat. Et ça, c'est au moment, tant que la guerre n'est pas finie, il est difficile Il est probable quand même que les gouvernants actuels, disons, ne seront pas reconduits, que le système ne se reproduira pas de la même façon, y compris à gauche comme à gauche d'ailleurs aussi. Oui, il y aura tout à fait. un renouvellement politique oui, tout que à fait. l'événement aura produit en fonction des élections qui n'auront sans doute plus évidemment qu'après cette guerre. Je voudrais qu'on dise encore un tout petit mot avant de conclure sur ce qui se passe, vous en parliez à l'instant, dans les universités américaines. Parce qu'on est quand même dans cet épisode assez surprenant de ces grandes universités, c'est Harvard ou Pennsylvanie, qui ont affirmé, les présidentes qui ont affirmé que l'appel au génocide des Juifs, donc, au contraire au règlement de l'université, que ça dépendait du contexte. Bon, cette phrase a été beaucoup reprise, a beaucoup choqué, à juste titre. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une personne comme ça, qui est donc l'élite de l'élite, enfin de la plus grande puissance mondiale, puisse arriver à dire de telles choses? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Comment on arrive là? Maintenant, mais attendez, ça commence doucement ici aussi. Simplement, le système des facs ici, là-bas, ce sont des universités où il y a des boards, des bureaux. Il y a des fonds, donc ils doivent rendre des comptes. D'ailleurs, la présidente de l'université de Pennsylvanie, on a pensé elle a démissionné parce que voilà, elle avait honte. C'était pas tout à fait ça. Le lendemain, il devait y avoir une réunion et de toute façon, il devait y avoir avec les donateurs et le conseil d'administration. Donc, elle a démissionné peut-être avant d'être démissionnée. Donc, c'est pas qu'elle était pleine de remords pour cette prestation qui était hallucinante de voir ces trois femmes qui représentent effectivement ces l'Ivy League, les meilleures universités du pays. Mais alors ça, il faut remonter à plus loin. On marche sur la tête depuis pas mal de temps. Et ça n'est que un des avatars les plus fous de cette idéologie de l'identité, du racisé, du blanc, du noir, de l'opprimé, du colonisé. Et les Juifs, malheureusement, n'ont pas droit à être du côté des racisés. Les Juifs sont du côté des colons, des dominants, blancs, etc. On a complètement, je veux dire, le Juif est assimilé et l'État d'Israël alors encore plus, puisque c'est un État, le grand mantra maintenant, c'est que c'est un État colonial. On confond les colonies, et ça c'est avec l'État complet, le fait qu'il y a eu une partition, qu'il y a eu une décision des mêmes Nations Unies qui maintenant font haro sur le baudet, et que les Arabes l'ont refusé. Enfin, je veux dire, et que l'État d'Israël a été créé en toute légalité. Cette idéologie, mais elle atteint tout. Elle atteint tout. Mais là, avec une petite couche d'antisémitisme et de bien-pensance et de causes comme ça, il y avait un sketch désopilant, si c'était pas un sketch d'une émission Israël Eretz Nehederet, où vous voyez deux jeunes étudiants complètement qui scandent du Jourdain, du fleuve à la mer, enfin qui font une fête, et qui s'adresse à un pseudo-type du Hamas qui se moque d'eux. Il y en a un qui est homosexuel et il leur promet le tarif, mais l'autre est absolument emballé. Mais
C'est jusqu'à la purge. Alors justement, comment, j'allais vous poser la question, parce que pour moi c'est vraiment un mystère, comment est-ce que ces deux idéologies finalement, l'islam ou même l'islamisme, et ces mouvements progressistes supposés, wokistes, etc., peuvent à un moment donné s'associer, enfin comment disons les gens de gauche progressistes dans cette mouvance-là, comment peuvent-ils s'acoquiner, si je puis dire, avec des gens qui, par définition, sont à l'opposé d'eux-mêmes. Il y a quelque chose qui est miraculeux au niveau... Non, enfin, c'est pas miraculeux, c'est l'aveuglement, l'idéologie. Ils ont un mantra très simple. Le monde... Non, ils ne voient pas. Ils ne voient plus, ils mettent de côté ce qu'ils ne veulent pas voir, ou ils vous disent que c'est à cause d'eux, justement, que si les racisés eux-mêmes sont racistes, on le sait très bien. Enfin, il suffit pas d'avoir été victime de racisme pour ne pas être raciste. Malheureusement, on le sait, on le voit dans des... Eh bien non, c'est que justement, ils ont été victimes tellement qu'ils ne peuvent pas distinguer, que ce n'est pas la même chose. Et donc, par exemple, quand un homme de couleur a des violences envers la femme, envers sa femme, c'est pas tout à fait la même chose qu'un homme blanc, parce que lui-même a des excuses. Vous savez, l'idéologie, une fois qu'on a un ou deux principes, on ne fonctionne plus avec un raisonnement. On a son mantra. Et c'est formidable, l'idéologie. Ça vous enlève tous les doutes. Tous les doutes. Or, on est dans une période, je pense que Rivon, une période de doute, de questionnement immense. Mais ces gens-là n'ont pas de doute. On leur a donné du prêt-à-penser. C'est ce qu'on appelle le prêt-à-penser, l'idéologie. Et ils vont jusqu'au bout, c'est formidable. C'est parce que le doute leur fait tellement peur qu'ils se réfugient dans une idéologie qui est totale et qui a réponse à tout, totalitaire, et qui se fixe sur un certain nombre d'éléments, et qui, de manière tout à fait quasiment délibérée, occulte ce qui les gêne, ce qui porte ombrage à leur idéologie. Vous avez dit que c'était l'idéologie, effectivement, donc c'est idéologie plus idéologie, il peut y avoir quand même quelque chose qui fonctionne de la même façon. Je pense par exemple au niveau de la liberté, parce que dans ces théories, on est racisé ou on est dominé et on n'en sort pas. Non, on est assigné à une identité. Donc il y a une espèce de déterminisme de l'identité qui ressemble un peu peut-être aux déterminismes propres à l'islam, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas vraiment de liberté de l'homme dans un système écrasant. Bon, c'était juste une idée comme ça en passant. Tu dis que tu connais rien, mais c'est vraiment de ton domaine parce que je crois que vraiment ce qui est à l'œuvre ici, ce sont des inconscients collectifs. Il y a une présence de l'inconscient, des choses qui se révèlent à la surface et qui témoignent de visions profondes, notamment de la vision du juif, ou comme surpuissant, comme Israël, ou comme profiteur, qui opportuniste, qui occupe des positions et une volonté de vouloir le déloger pour libérer les peuples opprimés. Donc on retrouve des choses très très anciennes qui ne peuvent pas se dire de manière aussi explicite, mais qui s'expriment sous couvert d'idéologie plus enrobée. Oui, et puis il y a eu quand même, excusez-moi, il y a eu quand même un tabou. On n'avait pas le droit de toucher aux juifs pendant les années. Et je pense que la rage narcissique, on pouvait pas dire les juifs sont comme si, ils étaient quand même un peu intouchables. Tout ça s'est accumulé. Dieu merci, il y a le sionisme, il y a l'antisionisme, et là maintenant, il y a l'État d'Israël qui fait des choses et alors là, on peut enfin toucher aux juifs qui étaient intouchables et dire que les juifs font aux autres ce qu'on leur a fait. Enfin, ça, c'est le mantra, la victime qui devient le bourreau. C'est tellement simple. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être pour Meir, pour terminer, puisque vous êtes un homme aussi qui voyez les choses avec l'histoire, et qui voyez aussi peut-être un espoir que les choses... Est-ce que vous pouvez, vous, envisager, nous donner un scénario qui serait un scénario optimiste? Quelle vision vous traceriez comme ça, si vous aviez la possibilité d'écrire la suite? Je peux envisager un scénario, mais malheureusement, il passe par une phase violente, de violence, pas nécessairement physique, de violence intellectuelle, que nous n'avons pas encore vécu jusqu'au bout. Il y a eu un changement dans la manière dont l'Église a vu les Juifs. Il a fallu pour ça la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Et tout d'un coup, les catholiques commencent à parler autrement. Ça leur a pris 2 ou 3 générations
nous avons encore en France quelque part les restes de la génération d'avant, mais la nouvelle génération a appris à parler autrement des Juifs. Sauf que la nouvelle génération, là je parle de l'Église, mais c'est vrai pour tout le monde, la nouvelle génération a aussi appris quelque chose du discours relatif au reste du monde, et dans le reste du monde, il y a les Palestiniens. Donc on a appris, on a désappris à parler des Juifs d'une certaine manière, mais en même temps, on réapprend à parler d'eux en tant que coupables. Mais vous parlez des chrétiens, c'est les musulmans qui sont en cause en l'occurrence. Est-ce que vous dites qu'il faudrait aussi cette évolution du côté des musulmans? Oui, du monde musulman. Parce qu'il n'y a pas de condamnation véritable des grandes autorités musulmanes. Alors, disons, c'est déjà difficile dans le monde chrétien, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une dimension de temps. C'est déjà difficile dans le monde chrétien parce que il y a encore des restes dans l'Église chrétienne. Je me souviens, il y a longtemps d'avoir rencontré à Paris quelqu'un d'important dans l'Église catholique. Et à l'époque, je faisais une émission à la radio française avec des représentants des diverses religions. Et moi, je représentais la religion juive. Dieu sait pourquoi. Dieu sait peut-être pourquoi on a dit, mais je représentais. Donc, j'étais là avec un catholique, un protestant, etc. Et à un moment, on se trouve dans une église avec ce hiérarque qui est venu à Paris, et nous marchons dans une église, et le hiérarque, on ne nous a pas vraiment présenté, donc il ne sait pas qui je suis, il ne s'est pas rendu compte, il ne s'est pas posé la question s'il y a des Juifs ou pas, et tout d'un coup, on l'entend commencer à parler des Juifs comme il le fait dans son pays d'origine, et je voyais le catholique qui était un peu plus loin, le protestant qui était à côté de moi, qui était dans tous ses états. Comment est-ce qu'on le laisse parler? Je lui dis, alors on va pas. Et alors il y a ce moment où tout ce qui a été traîné depuis des générations et qui n'a pas vraiment disparu revient peu à peu. Puis il y a le moment où ça s'arrête. Ça s'arrête, regardez, après, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 2 enfants juifs, on les a promenés à travers la France, parce qu'il n'y avait pas de parents, et on leur a couru après. Il a fallu attendre quelques années pour que l'Église reconnaisse que il n'est pas légitime pour une Française catholique d'enlever 2 enfants juifs, oui, et de les promener à travers la France. Mais vous nous parlez du christianisme, mais j'ai l'impression qu'on parle du scénario d'avenir. En Israël, est-ce qu'on peut imaginer cette solution à 2 États dont vous parlez, c'est-à-dire qu'après une guerre victorieuse d'Israël, en tout cas où le Hamas aurait été démantelé, les Américains, les Européens, etc., fassent pression pour qu'une solution à 2 États puisse maintenant intervenir, avec un partenaire palestinien, peut-être avec l'aide des pays arabes aussi autour, pour changer de paradigme avec une acceptation des Israéliens? C'est ça que vous pensez possible? D'abord, à terme, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, ça prendra. La question est combien de temps ça prendra, mais il n'y a pas d'autre. Dans l'immédiat, ce qui est possible, j'ai lu quelque part que les Américains se posent la question est-ce qu'on va s'installer dans la bande de Gaza, parce que nous sommes encore en pleine guerre dans la bande de Gaza au moment où on enregistre cette émission. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, et on fait comme si la question de demain n'était posée par personne, ni au sein du gouvernement israélien, ni dans les relations entre Israël et les autres États. Alors les Américains, il y a apparemment un plan américain visant à, disons, recréer un lien entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, ce qui veut dire recréer un lien entre les deux grands mouvements palestiniens, ce qui veut dire aussi mettre de côté le Hamas. Ce sont des choses qui peuvent s'envisager à, disons, relativement court terme. Ensuite, à partir de là,
il faut créer quelque chose, et pour créer quelque chose, il faudra des partenaires. Il faudra les États-Unis comme partenaires, parce que sinon rien ne marche, rien ne fonctionne au Proche-Orient. Il faudrait l'Europe. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous savez, moi je ne sais pas qui sera le président des États-Unis l'année prochaine, et de quel côté il viendra. Je ne sais pas comment va fonctionner l'Europe dans les mois qui viennent. Donc, d'une part, c'est très difficile à concevoir, mais d'autre part, on n'a pas le choix parce que c'est ça qu'on devra faire un jour. La question est combien de temps et quel prix on va payer, quel prix. Nous, c'est rien, on est ici, on regarde, mais quel prix les peuples sur place vont payer, les deux peuples vont payer d'ici là. Merci beaucoup, Meir Weintrater, merci beaucoup, Gilles Weintrater, merci aussi Yvonne Krigier d'avoir participé à cette émission. On se retrouve donc dans une quinzaine de jours maintenant pour un nouveau numéro de Hadesh Yaveh.